On arrive au troisième chapitre qui concerne le prisme. Dans ce chapitre, on va étudier le trajet, la marche d'un rayon lumineux monochromatique, c'est-à-dire caractérisé par une seule longueur d'onde, à travers les phases d'entrée et de sortie d'un prisme. Un prisme, il est représenté sur les figures suivantes, est souvent constitué de verre, est un milieu transparent homogène isotrope, limité par deux dioptres plans non parallèles appelés les phases d'entrée et de sortie des prismes. La phase d'entrée où le rayon arrive et les phases d'entrée où les rayons sortent. Leur intersection forme l'arête des prismes caractérisée par un angle A, comme montré sur la figure suivante. Enfin, on appelle la base des prismes la troisième phase dont les bords sont généralement parallèles à l'arête. Donc les bords là et là sont parallèles à l'arête. Elle se distingue souvent des deux autres faces car elle est dépoulée. Dans ce cas, elle ne peut pas jouer le rôle de phase d'entrée ou de sortie des prismes et diffuse les rayons incidents. En appelant plan d'incidence, le plan formé par le rayon incident est la normale à la face d'entrée des prismes au point d'incidence. Nous savons qu'après avoir traversé le prisme, le rayon reste dans le plan d'incidence où il est dévié. Donc là, on va étudier en détail la marche d'un rayon à travers un prisme. Donc là, sur la figure, on a représenté le prisme dans le plan d'incidence. Le chemin suivi par un rayon incident à travers un prisme est parfaitement décrit par les lois de Snell-Descartes ou les lois de réfraction et réflexion, appliquées à chaque changement de milieu, c'est-à-dire chacune des deux faces, les phases d'entrée et les phases de sortie. L'indice absolu des prismes, n, est supposé constant, parce que c'est un milieu qui est transparent, homogène, isotrope. Le prisme de verre est plongé dans un milieu extérieur d'indice n0. Généralement, c'est l'air et l'on pose l'indice de réfraction relatif qui est le rapport de n sur n0. Généralement, on a l'indice de réfraction des prismes est supérieur à celui de n0, c'est-à-dire nr supérieur strictement à 1. Donc là, on va considérer un rayon incident issu d'une source monochromatique placée dans le plan principal. Il arrive sur le prisme en I1 avec un angle d'incidence I1 puis se réfracte. Donc là, le rayon il arrive d'un milieu moins réfringent vers un milieu plus réfringent parce que tout simplement N0 est inférieur à N. D'accord? Le rayon réfracté I1 et I2 fait un angle R1 avec la normale en I1. Donc là, c'est la normale à la surface, à la face d'entrée. Il va faire un angle R1. Est donné par sinus I1 égale à NR sinus R1. Le rayon réfracté existe toujours, c'est NR supérieur strictement à 1 et se rapproche toujours de la normale à la surface. Ne pouvons pas dépasser une valeur limite R1 limite donnée par sinus R1 limite égale à 1 sur NR et correspond bien évidemment à I1 égale à 90 degrés quand le rayon incident est rasant. Le rayon I1, I2, là, à l'intérieur du prisme, rencontre la phase de sortie des prismes en I2, avec un nouvel angle d'incidence qui est R2, par rapport à la normale. Donc là, le rayon passe d'un milieu plus réfringent vers un milieu moins réfringent. Il y a possibilité qu'il y ait une réflexion totale. Donc, il y a soit réfraction, soit réflexion totale. Ça dépend de l'angle, de la valeur de l'angle d'incidence R2. Il ne peut être réfracté que si et seulement si l'angle d'incidence sur la phase de sortie R2 est inférieur à l'angle limite R2 limite donné par sinus R2 limite égale à 1 sur NR. Donc là, ça suppose que I2 égale à 90 degrés. Le rayon sort alors des prismes en I2 avec un angle I2 par rapport à la normale donnée par la relation de Snell-Descartes, NR fois sinus R2 égale à sinus I2. Dans le cas contraire, le rayon I1, I2 est totalement réfléchi vers la base. Enfin, notons que les triangles I1, I2, A et I1, I2,
J, on trouve simplement l'angle R1 plus l'angle R2 égale à A. Donc là, on va démontrer pourquoi. On va considérer le triangle I1, I2A. Donc là, l'angle ici, c'est A. L'angle entre la normale à la face d'entrée et la face d'entrée, c'est pi demi. Donc de là à là, c'est pi demi. Donc ce qui va rester ici, c'est pi demi moins R1. Pareil ici, la normale à la face de sortie et la face de sortie, il y a pi demi. Donc ce qui va rester ici, c'est l'angle pi demi moins R2. Donc pour le triangle I1, I2A, la somme des angles égale à pi. On a l'angle A plus pi demi moins R1 plus pi demi moins R2, la somme égale à pi. D'accord? Donc, finalement, pi demi plus pi demi, ça fait pi, moins pi, ça fait 0. Donc, ce qui va rester, c'est A moins R1 moins R2 égale à 0. Et finalement, on a A égale à la somme de R1 plus R2. Très bien. Finalement, la théorie des prismes est contenue dans les trois formules suivantes. C'est ce qu'on appelle les formules d'un prisme d'angle A. Sinus I1 égale à NR sinus R1. Ça, c'est pour la phase d'entrée. Pour la phase de sortie, sinus I2 égale à NR sinus R2. Et la somme des angles des angles R1 et R2 égale à A. Avec NR, bien évidemment, égale à le rapport de N et N0. Ces formules permettent de déterminer complètement le trajet d'un rayon à travers un prisme si l'angle des prismes A, l'indice de réfraction NR et l'un des quatre angles sont connus. On a alors trois relations à trois inconnues indépendantes. Déviation des prismes. Le trajet des rayons sur la figure montre qu'il existe de manière générale une déviation d'angle D entre le rayon incident. Donc là, c'est le rayon incident, ça c'est son prolongement. Et ça, c'est le rayon sortant. D'accord? Donc, il y a une déviation d'angle D. C'est l'angle dont il faut tourner le rayon incident pour le ramener sur le rayon réfracté, le rayon émergent, le rayon sortant. Donc là, le sens, c'est le sens des aiguilles d'une montre. Ça veut dire que l'angle de déviation est négatif. Il peut être déterminé analytiquement en examinant le triangle I1, I2K. Là, c'est l'angle, là c'est le triangle I1, I2K. Très bien. Là, on a l'angle R1. Là, de là à là, de là à là, de là à là, on a l'angle. On va considérer le triangle I1, I2K. On va préciser la valeur de chaque angle. Donc là, ce qu'on cherche, c'est la valeur de cet angle-là. Donc, de là à là, on a 90 degrés. De là à là, c'est l'angle I1. Donc, ce qui va rester, c'est I1 moins R1. De là à là, pareil. De là à là, c'est I2. Donc, de là à là, c'est I2 moins R2.
Donc qu'en est-il pour cet angle-là? Donc on a de là à là c'est l'angle D, et là c'est l'angle, je vais effacer pour bien. Donc comme je l'ai présenté ici, de là sur la droite on a l'angle pi, là c'est l'angle D, ce qui va rester ici c'est pi moins D. Donc la somme des angles égale à pi, on a I1 moins R1 plus I2 moins R2 plus pi moins D égale à pi. Donc ce qui va rester finalement c'est I1 plus I2 moins R1 plus R2 moins D égale à 0. Ça c'est l'angle A. Donc au final on a D égale à I1 plus I2 moins A. Très bien. Elle constitue ainsi la quatrième formule du prisme. Dans le cas de figure traité, ici où le rayon sort au-dessus des prismes, D est négatif.